Eh bien, bonsoir tout le monde. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour le dernier salon littéraire de l'Institut français de la saison de ce semestre. Et une fois n'est pas coutume, nous nous transposons virtuellement à Izmir. Car en effet, si nous nous retrouvons depuis plus d'un an dans ces salons littéraires virtuels, c'est grâce au dynamisme des équipes des 3 antennes de l'Institut français, menées par leurs directeurs, nos amis Sébastien de Courtois à Ankara, Christian Schnell à Istanbul et José Maria Queiroz à Izmir, ainsi qu'au directeur de l'Institut français de Turquie, bien sûr, Jean-Jacques Victor. Donc ce soir, c'est l'équipe d'Izmir de José Maria qui nous accueille et je suis assisté par la très chère Dilek Kurt et Zeliha Yazar. C'est un grand plaisir de vous retrouver, ne serait-ce que virtuellement, parce que c'est vrai qu'Izmir est une ville que nous aimons beaucoup visiter en réel, tellement elle est célèbre pour son atmosphère chaleureuse et son climat. Sauf qu'en ce moment, il ne fait pas très beau, à l'instar de toute la Turquie, si j'ai bien compris. Des amis qui sont en vacances dans la région d'Izmir se plaignaient que pour une fois que depuis le début de la pandémie, ils peuvent partir en vacances, le climat ne leur est pas très favorable. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons un climat un peu belge, si j'ose dire, puisqu'il y a de la pluie, de la drache. Mais ce soir, j'ai le très grand plaisir d'accueillir une écrivaine à multiples facettes, Vinciane Desprez, qui est philosophe et psychologue. Elle est maître de conférences à l'Université de Liège, enseignante également à l'Université libre de Bruxelles. Et elle est surtout connue pour être spécialiste en philosophie de la science dans le domaine de l'éthologie. Elle est l'une des références mondiales. Ve özellikle de hayvan davranışları. À l'âge de 6 ans, si j'ai bien compris, puisqu'elle a écrit aussi son premier roman déjà à l'âge de 12 ans, en s'inspirant d'Enid Blyton, qui est aussi un auteur que j'aimais beaucoup lire, puisque nous avons à peu près le même âge avec Vinciane. Et grand hasard, elle est née à Anderlecht, et moi je suis né juste à côté, à Etterbeek. Et donc j'ai habité aussi 8 ans en Belgique à l'âge adulte. Alors, elle est auteure d'une multitude de livres qui sont au croisement de plusieurs domaines, toujours de la philosophie, de la science et de la littérature. D'ailleurs, le nom de ces livres, de ces quelques livres, annonce toute la poésie qu'il y a dedans. Nous avons par exemple La naissance d'une théorie éthologique, la danse du cratérope écaillé que vous voyez juste derrière moi, qui est devenu mon oiseau favori depuis que j'ai lu le livre de Vincent, mais j'en dirai plus tout à l'heure. Autre livre, Quand le loup habitera avec l'agneau, Hans, le cheval qui savait compter, Penser comme un rat, Composer avec les moutons. Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions, qui est le seul livre à avoir été traduit en turc pour le moment. Au bonheur des morts, qui est un livre très, très intéressant et très touchant que vous avez écrit après le décès de votre sœur, si j'ai bien compris. Le chez-soi des animaux, Habiter en oiseau, et très récemment, très récemment, Autobiographie d'un poulpe. Alors, bonsoir Vinciane Desprez. Je suis très heureux donc de vous accueillir avec ce cratérotope et le poulpe qui est aussi l'animal qui est mis à l'honneur dans votre dernier livre. Alors, je vais tout de suite venir vers vous, mais je vais saluer aussi notre second invité de ce soir, puisque nous avons le plaisir aussi d'accueillir votre traducteur en turc, M. Nuvit Bingöl, car comme tout le monde le sait maintenant ici, l'Institut français de Turquie a la tradition de mettre à l'honneur les traducteurs, qui sont les passeurs indispensables de la culture entre deux langues et de la littérature. Sans elles, sans les traducteurs, les traductrices, la littérature ne pourrait pas voyager. Et c'est la raison pour laquelle l'Institut français de Turquie a aussi instauré un prix de la traduction francophone. Et le premier lauréat sera bientôt connu, si j'ai bien compris. Donc, bonsoir, Monsieur Bingöl, bonsoir, Nuvit Bey. En parlant de traduction, je vais parler aussi d'interprétation, puisque la rencontre de ce soir, comme d'habitude, est interprétée dans les deux sens, vers le turc et vers le français. Donc, je salue au passage mes collègues Burcu İnal et Aslan Alat qui sont avec nous comme d'habitude. Alors, Vinciane Desprez, on dit de vous que vous êtes une raconteuse d'histoire avant tout, et c'est vrai que vous avez un don formidable pour raconter la philosophie et la science avec des histoires. Vous faites aussi l'écologie des idées, et je vu aussi sur des sites internet. Mais avec le peu que j'ai pu lire de vous, parce que je n'ai pas eu encore le plaisir de lire tous vos livres, mais une des particularités qui m'a beaucoup frappé, qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est votre sens de l'humour. Vous abordez tous ces sujets, tous très graves, tous très, très importants, mais avec beaucoup d'humour. Et notamment, je vous ai vu sur une vidéo parler des ennemis de l'écologie aujourd'hui, et vous avez dit qu'ils sont de vieux cons. Et c'est vrai que quand on y regarde, c'est vrai que souvent ce sont des vieux messieurs, puisque le pouvoir est souvent entre les mains des vieux messieurs, et ils sont cons, c'est comme ça. Vous proposez de revoir, de revisiter les relations entre les êtres humains et les animaux, c'est un peu
la trame de l'ensemble de votre ouvrage. Et une question, c'est aussi celle du livre que nous allons mettre au centre de notre débat d'aujourd'hui, puisqu'il est le seul à avoir été traduit en turc, c'est quelles questions doit-on poser aux animaux? C'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude de leur demander leur avis aux animaux. On n'a pas vraiment l'habitude de demander leurs avis aux êtres humains non plus. On fait semblant parfois dans les démocraties, on dit cause toujours, et dans les dictatures, on dit ferme ta gueule. Mais la nation iroquoise, j'ai lu ça dans le lien sur votre site, avait l'habitude de demander avant chaque palabre à l'Assemblée qui allait parler au nom du loup. Car les Iroquois estimaient qu'il était important de demander son avis au loup avant de prendre des décisions importantes. Car ce que font les animaux, comment ils réagissent par rapport aux décisions que nous prenons, a des conséquences qui peuvent être très surprenantes. Alors, on doit poser des questions aux animaux pour comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils vont faire, mais comment va-t-on savoir si c'est la bonne question? Et ça, c'est la science qui va peut-être nous le dire, mais justement, votre propos est de démontrer que dans la science, il y a beaucoup d'idéologie et que l'idéologie et la science ne font pas toujours bon ménage, qu'on biaise les questions. Je vais citer un passage de votre livre, si vous le permettez, avant de vous passer la parole, pour montrer un peu comment vous avez un humour corrosif dans la façon dont vous traitez parfois impitoyablement, mais à juste titre, vos collègues sur leur façon de dévier leurs recherches. Alors, vous parlez des recherches pour voir si dans l'évolution, les singes sont droitiers, comme la majorité des êtres humains. Et donc, voilà le problème dans lequel les chimpanzés sont impliqués. Seraient-ils, puisqu'ils sont juste avant nous, sur le chemin de l'évolution, droitiers? Comment convaincre les chimpanzés de répondre à cette question? On l'aura deviné simplement en utilisant leur tendance à vouloir lancer. Car il n'a pas échappé à ces scientifiques que lorsqu'ils se présentaient aux chimpanzés lors des premières rencontres, ceux-ci s'adonnaient à cette lamentable habitude de leur jeter des fetches. Lamentable, certes, jusqu'à ce que justement cette habitude devienne la voie royale vers le savoir. 20 ans. Pendant près de 20 ans, les chercheurs se sont donc prêtés au lancer d'excréments, collectant avec une abnégation remarquable autant de données qui vont sans doute, un jour, élucider un des mystères de l'humanisation. Commencé en 1993 avec les chimpanzés captifs du centre de primatologie Yerkes, l'étude a enrôlé 10 ans plus tard ceux du centre de recherche contre le cancer de l'Université du Texas. Soit dit en passant, quand on sait ce que doivent subir les chimpanzés dans ce centre de recherche, on peut imaginer que la proposition expérimentale des chercheurs a pu bénéficier de leur approbation. C'est bien fait pour eux, a-t-on envie de dire, mais c'est donc, j'ai ri vraiment à haute voix en lisant ce passage. Mais donc, vous estimez, Vincent Després, qu'il y a beaucoup de problèmes de méthodologie, d'approche dans les études dites scientifiques sur les animaux. Pouvez-vous un peu élaborer sur ce sujet? Alors, là, j'étais gentiment moqueuse. Je dois dire qu'il m'est venu d'être plus féroce. Là, je me suis simplement contentée de montrer simplement à quel point certaines recherches, et d'ailleurs, je crois que cette recherche a été récompensée, mais je l'ai découvert après, si mes souvenirs sont bons, par ce qu'on appelle un IG Nobel. Les IG Nobel, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ce sont ce qu'on appelle les ignobles Nobel, qui récompensent des recherches complètement farfelues. Du style, celle-là, eh bien, des gens qui pendant 20 ans vont se faire bombarder par des excréments pour savoir si les chimpanzés sont droitiers, et vont même dans leurs articles scientifiques, parce que c'est ça qui est aussi désopilant, c'est qu'à un moment donné, ils vous donnent des chiffres et ils vous disent, nous avons été atteints par 2393 lancés, nous n'avons pas ou les dilettantes, etc. Donc, c'était très, très drôle. Et donc, ils ont été récompensés par un prix. Et c'est là où je dois être attentive moi-même je vais dire, à freiner un petit peu mon humour. Parce qu'une fois qu'on dit qu'ils ont été récompensés par les IG Nobel, qu'est-ce que ça signifie? Comme beaucoup d'autres recherches, hein, je vais dire, la recherche dans les IG Nobel, allez voir sur le site internet IG Nobel, vous verrez tous les prix. Ils sont primés par catégorie en plus. Donc, il y a un prix en psychologie, il y a un prix en chimie, etc. Et donc, par exemple, ont été primés un article scientifique sur la première observation de la relation homosexuelle nécrophile d'un canard malard en Hollande. Bref, vous aurez toutes sortes de prix. Et puis, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse attention à une chose. Il est vrai que cette recherche ici, on peut se demander à quoi ça sert. Hein, je vais dire, bon, alors, il y a deux choses. Je voudrais préciser deux choses sur ça. Je suis d'un humour, en effet, un peu féroce à leur égard en disant, mais
allez, est-ce que c'est vraiment intéressant de savoir si les chimpanzés sont droitiers? Parce que c'est ça le problème. Se faire bombarder par des excréments par les chimpanzés, peut-être que tout le monde y trouve son compte. Les chimpanzés sont probablement très contents. Je vais dire, ils peuvent s'exprimer, on va le dire comme ça. Ils doivent sans doute se rendre compte aussi que les chercheurs sont relativement bienveillants à cet égard, donc ils s'en donnent à cœur joie. Et pour les chercheurs, ce n'est pas très important. Donc, d'un côté, mais la question de savoir si les chimpanzés sont droitiers et leur poser toujours des questions en rapport avec le fait qu'ils doivent nous expliquer les origines de notre humain. Alors, en l'occurrence, pourquoi est-ce que le fait d'être droitier était important? C'est qu'à un moment donné, on faisait l'hypothèse que la coordination motrice et intellectuelle que demandait le langage avait peut-être été favorisée par le fait de lancer, c'est-à-dire par une coordination très précise. Coordination aurait peut-être favorisé les circuits neuronaux qui auraient été responsables du langage. Donc, vous voyez un petit peu, d'une certaine manière, le gap aussi entre ça. Donc, d'un côté, moi, ce qui m'ennuie, ce contre quoi, d'une certaine manière, mais sans le dire explicitement, s'acharnait un peu cet humour un peu potache, parce qu'il faut reconnaître que c'est un humour un peu potache, c'est un humour, c'est ce vieux fond d'enfance que les Belges continuent, je pense. Nous sommes très immatures en Belgique. Je pense qu'il y a un fond d'immaturité typiquement belge, vous savez, entre des grands frères et des grandes sœurs, entre des Canadiens, des grandes puissances, entre la France qui est si digne et si noble, eh bien, nous nous sentons parfois un peu petits et je crois que ça nous rend très farce. Bref, toujours est-il que d'utiliser l'humour, c'était par rapport à ce questionnement que j'avais de me dire, mais finalement, est-ce que c'est vraiment des choses qui intéressent les chimpanzés et est-ce que c'est vraiment des bonnes questions à leur adresser, toujours de leur demander d'être nos proches cousins, nos ancêtres, alors que peut-être que la question de la différence serait peut-être plus intéressante, mais pas une. Alors, la question de la différence, c'est ça qui devient problématique. C'est qu'une fois que je dis ça, on pourrait tirer ça du côté de l'exceptionnalisme humain. Ah, vous voulez chercher les différences entre les humains et les animaux, alors que ce n'est pas ça du tout. C'est chercher des petites différences pour enrichir le répertoire. En revanche, là où après avoir découvert que, que ça avait reçu le prix de l'IG Nobel, là, je me suis dit, attention, parce que l'IG Nobel a un côté très sympathique, parce qu'en effet, ça récompense des recherches et ça le fait sur le mode de l'humour. Mais d'un côté, l'IG Nobel, j'ai remarqué qu'en fait, ce qu'il stigmatisait dans l'humour, c'est le fait que les recherches soient inutiles. Que c'est, allez, bon, voilà, c'est des recherches dont on peut se demander vraiment quel est le but finalement. Et là, je me suis dit, attention, parce que l'IG Nobel ne serait-il pas sous-tendu par une idéologie de l'utilité immédiate des sciences? C'est-à-dire que s'il faut savoir, il faut que ça serve à l'industrie, il faut que, etc. Et c'est vrai que le fait de lancer des excréments ou de savoir si les chimpanzés sont droitiers, ça va probablement ne pas servir à grand-chose dans l'industrie. Et c'est là où je trouve quand même que je dois faire très attention et je vais dire ralentir un peu. Et la critique que j'adressais à cette recherche, il ne faudrait surtout pas la prendre comme une critique adressée à une recherche qui n'a pas d'utilité immédiate. Parce que s'il y a bien quelque chose qui représente la belle aventure de la science, c'est qu'elle ne cherche pas l'utilité immédiate et qu'elle, en principe, parce que justement, s'il y a bien quelque chose qui a changé ces dernières années, c'est que le capitalisme a évidemment mis, et le néolibéralisme a mis la main sur les universités et qu'elles sont de plus en plus, je vais dire, enchaînées à des questions de compétitivité et de rentabilité immédiate. Et finalement, aujourd'hui, je devrais réécrire ce chapitre. J'ajouterai probablement un petit passage pour dire, attention, même si cette recherche a un côté un peu ridicule, elle reste quand même une recherche qui échappe à cette prise néolibérale qui est en train de tout scléroser et de tout anesthésier et de tout appauvrir dans les recherches scientifiques. Tout à fait. D'ailleurs, dans les critiques que vous adressez à l'encontre des recherches, ce n'est pas simplement ce côté ridicule. Il y a aussi des dimensions tout à fait éthiques que vous mettez en avant. Je pense par exemple à cette critique que vous aviez contre cette recherche pour essayer de prouver que l'amour existe. Et on torturait carrément les animaux pour essayer de prouver que l'amour existe. Et vous posez des questions qui ne sont pas simplement, qui, à mon avis, ne concernent pas simplement les animaux. C'est est-ce qu'un scientifique qui traiterait les animaux de cette façon-là pourrait-il se comporter autrement envers les êtres humains? Et je pense à une nouvelle que j'avais écrite où je faisais le lien, parce que j'avais fait des études de médecine et on nous forçait à faire des expériences animales à l'époque, c'est dans les années 70, qui étaient parfois tout à fait cruelles et qui me semblaient tout à fait inutiles. Et j'avais écrit une nouvelle où je faisais le parallèle entre ces expériences et celles de Mengele. Et j'ai vu dans un de vos articles que vous faisiez exactement le même parallélisme. Donc cette
cruauté inutile à l'encontre des animaux dans les recherches. Et vous avez une critique aussi qui est peut-être un peu plus fondamentale encore, lorsque vous parlez des origines de l'éthologie. Je vais encore citer ce que vous dites dans le livre. Vous parlez de Lorenz, le fondateur de l'éthologie. Pour asseoir la légitimité du domaine de savoir qu'il essaie de constituer, Lorenz va scientifiser la connaissance de l'animal. L'éthologie devient une biologie du comportement, d'où l'importance de l'instinct, des déterminismes invariants et des mécanismes innés physiologiquement explicables en termes de cause. Et cette différenciation s'avère d'autant plus impérative que la proximité avec le rival est forte, vécue comme d'autant plus dangereuse qu'une bonne part du savoir scientifique s'est largement nourrie des connaissances des amateurs. Il s'agissait, en somme, de sortir l'animal du savoir commun. Les héritiers de Lorenz suivront fidèlement le programme ainsi institué. La stratégie de faire science comme procédure de mise à distance de ceux qui pourraient prétendre au savoir et au savoir va au fur et à mesure se traduire en une série de règles. Donc, en fait, vous expliquez, j'ai eu l'impression que vous expliquiez que l'académisme fait perdre à la démarche scientifique sa raison d'être. C'est-à-dire, on n'essaie plus de comprendre, on n'essaie plus d'expliquer, on essaye de classifier à tout prix. Et c'est un peu ça le sens de votre critique aussi. Votre microphone est fait. Ah, voilà. Oui, là, je l'ai réouvert. En fait, c'est une critique qu'a fait notamment aussi une merveilleuse chercheuse qui s'appelle Eileen. En fait, Lorenz, il y a deux Lorenz. Et ça, c'est là où on est un peu mal pris avec Lorenz. Il y a un Lorenz absolument merveilleux, notamment celui des bouquins de vulgarisation. C'est Lorenz qui va adopter des animaux, qui va adopter des choucas, et qui va parler d'une relation, d'une tendresse, d'une affectivité, d'une richesse incroyable avec les animaux, dont je vais dire, et c'est l'adoption et c'est le fait de vivre avec eux qui va lui permettre, d'une certaine manière, de bien les connaître. Donc, il va étudier quantité de choses du fait de vivre à proximité avec eux. Il va étudier, par exemple, la fameuse grande théorie de ce qu'on appelle l'imprinting, le fait que les animaux, que les petites oies, entre la 13e et la 17e heure de leur vie, vont suivre l'objet mouvant à proximité parce qu'elles pensent, parce qu'elles sont calibrées, programmées pour suivre d'une certaine manière un objet qui se bougera à proximité parce que c'est selon toute probabilité leur mère, va devenir un attachement. Et il va montrer qu'est-ce que ça veut dire cet objet d'attachement. Il va prendre ça très au sérieux. Il dit des choses absolument magnifiques sur les oies. Le jour où il dit par exemple, les oies sont des personnes les unes pour les autres. Et qu'est-ce que ça veut dire sont des personnes? Et il dit parce que c'est la relation personnelle qui fait la personne et pas l'inverse. Et donc, comme les oies sont capables de créer des relations personnelles, c'est ça qui fait qu'elles deviennent des personnes les unes pour les autres. Bref, il y a une quantité de choses merveilleuses. Mais en même temps, on se rend compte que chez Lorenz, la mécanisation du comportement des animaux et le poids terrible de l'instinct dans les explications, d'une certaine manière, va à l'encontre de tout ce qu'il fabrique. Et d'une certaine manière, je vais dire, les animaux, il peut avoir des bonnes relations avec eux, il peut montrer qu'ils ont de l'intelligence, de l'inventivité, mais ça reste l'explication par l'instinct et par un instinct extrêmement présent. Je veux dire qu'on en revient encore finalement à des modèles très mécanistes, à des modèles où les animaux vont difficilement accéder à des formes d'inventivité. Et puis l'instinct, ça reste quand même une explication qui traverse tout le vivant. Je veux dire une explication générale qui, au lieu de prêter attention à tout ce qui fait des différences chez les animaux, va chercher plutôt des registres communs. Et va par exemple, c'est par exemple parce que ce poids de l'instinct, on va plutôt faire attention aux invariants spécifiques qu'aux individualités. On va faire attention aux aberrations spécifiques plutôt qu'à tout ce que les animaux peuvent inventer, diverger par rapport à la ligne de conduite que leur programme leur institue. Et en fait, on se rend compte, et ça c'est grâce notamment aux recherches de Lehn-Christ et d'autres historiens, c'est qu'en fait, Lorenz, s'il a tant insisté sur l'instinct, c'est parce qu'en effet, il voulait créer un savoir qui avait une allure scientifique et un savoir qui était incompréhensible pour les profanes. Je vais dire par là, incompréhensible dans la mesure où, alors ce n'est pas tellement qu'il ne voulait pas être compris, c'est qu'il voulait tenir un autre discours que les chasseurs, les éleveurs, les gens qui vivent les animaux, qui les connaissent extrêmement bien et qui ne pourraient jamais, eux, s'exprimer sur des modèles biologiques aussi sophistiqués et aussi compliqués. Et donc, c'est une stratégie d'exclusion. Et là, je dis que, alors pour moi, ce n'est même pas un problème éthique, c'est un problème épistémologique.
si un scientifique a besoin de créer une forme de savoir de telle sorte à exclure les rivaux, c'est que son savoir n'est pas si robuste que ça. Je veux dire, les physiciens ont un savoir hyper compliqué, hyper sophistiqué. On n'y a pas accès, nous les profanes, mais ce n'est pas parce qu'ils veulent nous exclure en tant que profanes qu'ils ont construit un savoir aussi sophistiqué. Et donc, quand un savoir est construit de manière à exclure, en général, c'est un très mauvais signe pour la qualité de ce savoir, puisqu'il ne peut pas exister parmi une multiplicité d'autres savoirs parce qu'ils se sentent toujours menacés. Et ça, c'est généralement un mauvais signe. C'est le même rapport. Alors là, je vais parler aux médecins que vous êtes. Quand les médecins attaquent tellement les charlatans, on peut se dire qu'il y a encore un problème de stabilisation du savoir et que les charlatans restent des rivaux. Et si les médecins vont, par exemple, demander l'aide de l'État pour exclure les rivaux, c'est parce que leur savoir, peut-être en effet, ils se rendent compte que ce n'est pas vraiment un savoir scientifique, mais ça reste du grand art. Et là, si c'est du grand art, les charlatans, évidemment, peuvent aussi être de grands artistes. Ils peuvent être des grands artistes en du prix, mais peuvent aussi être des grands artistes en pratique thérapeutique. Je veux dire, quand on voit, par exemple, les miracles que peuvent produire ce qu'on appelle les barreurs de feu, et d'ailleurs maintenant les médecins commencent à faire appel, ce que j'appelle les barreurs ou les souffleurs de feu, c'est les gens qui, par des techniques traditionnelles au sens, ce qu'on appellerait de la pensée magique, mais je ne pense pas du tout que c'est de la pensée magique, peuvent diminuer pas les symptômes, mais les sentiments de brûlure. Et donc, parfois même, je sais bien qu'en Suisse, ils le font et qu'en Belgique, ils le font, on peut téléphoner à ces barreurs de feu quand il y a des gens qui sont des grands brûlés pour qu'ils interviennent simplement par leur pratique afin de diminuer la douleur. Et ça, c'est assez extraordinaire. Mais il y a des tas de pratiques de charlatanisme considérées comme des charlatanismes qui sont encore, par exemple, l'homéopathie reste en très grosse difficulté par rapport à la médecine classique et reste toujours dans la posture d'être qualifié de charlatan parce qu'en effet, il ne passe pas les épreuves scientifiques. Qui décide d'une certaine manière de se définir sur les modèles d'une épistémologie quasi popérienne ou traditionnelle ou scientifique, au lieu de se manifester comme les anciens savaient le faire, c'est-à-dire comme un grand art de guérir. Et donc toutes les sciences, et elles ne sont pas toutes, mais les sciences qui ont besoin d'éliminer les rivaux et de se positionner en excluant et en disqualifiant les rivaux, je me dis il faut s'en méfier. Voilà, et donc Lorenz appartient à ce type de science. Et vous, en revanche, vous ne vous méfiez pas de vos rivaux. Au contraire, vous utilisez plusieurs registres pour essayer d'exprimer votre propos, et notamment la littérature, puisque dans Autobiographie d'un poulpe, vous faites repenser la science et les relations avec les animaux en vous projetant dans le futur par le biais d'une fiction littéraire. Et vous disiez, les animaux savent écrire. Ils laissent des traces. Et vous parlez de la poésie vibratoire des araignées ou l'architecture sacrée des wombats à nez poilu ou des aphorismes éphémères des poulpes. Et vous faites référence à une écrivaine de science-fiction, Ursula Le Guin, qui parle des thérolinguistes, une association de recherche sur les créations littéraires chez les animaux. Théro pour sauvage et linguiste pour linguiste. Vous construisez tout votre livre là-dessus. Mais alors, ça donne l'idée que pour pouvoir comprendre les animaux, nous devons pouvoir comprendre leur langage qui est différent du nôtre. Donc, nous avons besoin de traducteurs, en quelque sorte. Et ce que les traducteurs font en général, c'est ça, parce que nous sommes, nous aussi, des animaux, finalement, et si nous n'avions pas les traducteurs et les interprètes, dès que nous ne parlons pas la même langue, nous ne faisons qu'émettre des sons un peu bizarres ou des griffouillis qui n'ont aucun sens, et sans les traducteurs et les interprètes, nous ne nous comprenons pas. Donc, je vais revenir vers vous, mais je vais passer un peu la parole aussi à votre traducteur, justement, qui, sans lui, une très grande majorité du public turc ne pourrait pas connaître vos écrits. Donc, et là, je vais passer au turc, puisque je vais parler en turc avec Nüvit Bey. Donc, si ceux qui ne sont pas turcophones, vous pouvez passer sur le canal français dans l'interprétation. Nüvit Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Şimdi size dönmek istiyorum. İyi akşamlar, merhaba herkese. Çeviri dediğimiz zaman birçok insan zannediyor ki işte çeviriyi biraz dil bilen herkes yapabilir. Oysa hele böyle metinler söz konusunda bunun çok da kolay olmadığını bir göz atan anlayacaktır. Nüvit Bey'in böyle bir kitabı çevirmede bir takım avantajları var başka çevirmenlere kıyasla. Bir kere kendisi bir bilimsel eğitim almış. İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu. Ama birçok alanla ilgi duymuş. Sinema ve televizyon alanında Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış. Bir de çevirdiği diğer kitaplara baktım Nüvit Bey'in. Gerçekten de
tam hem felsefeyle hem bilim alanıyla kesişen, yani Vincent Desprez'in ilgi alanlarıyla kesişen çevirileri var, çalışmaları var. Mesela Zevan Todorov'un Aydınlanma Zihniyetini çevirmiş. Etienne Klein'den birçok kitap çevirmiş. Birisi Kuantum Dünyasında Küçük Bir Gezinti. Kolay gelsin diyeyim çevirmenler için. Evrenin Kökeni üzerine yine Etienne Klein'dan. Aynı zamanda David Harvey'in Yeni Emperyalizmi üzerine yazdığı kitabı çevirmiş. İzonomi ve Felsefenin Kökenleri üzerine Kojin Karatani'nin kitabını çevirmiş. Alain Badiou ve Jean-Luc Nancy'den Alman felsefesi üzerine diyalogu çevirmiş. Yine Etienne Klein'den Maddenin Gizemlerini çevirmiş. Roland Barthes'tan Sesin Rengini çevirmiş. Yani gördüğümüz gibi çok geniş alanlarda çok engin bir bilgi birikimine ve kültüre sahip bir çevirmenle karşı karşıyayız. Peki nasıl oldu, bu kitaba nasıl ilgi duydunuz ve çeviri macerasında ne gibi sorunlarla karşılaştınız, ne gibi zorluklarla boğuştunuz Ümit Bey? Ya çeviri esnasında Tellek yayınlarından benimle iletişim kurduklarında birkaç kitap önermişlerdi. Birkaçı bir şekilde kabul etmedim, hoşuma gitmedi ama Vincent Desprez'in kitabını görünce hakikaten çok sevdim ve istedim yapmayı. O şekilde başladım çeviriye. Bir de çeviri hakikaten de bu kitabın anahtar kelimelerinden biri. Sizin de dediğiniz gibi, yani hayvanların dünyasıyla karşılaştığımızda bir tercüme işlemi söz konusu orada. Ve artı olarak kitabın bir bölümü tamamen tercümeye ayrılmış. Versiyonlar bölümü sonlara doğru, belki okudunuz bilmiyorum. Bu açıdan da çok nasıl diyeyim, çeviri anlayışıma uyan bir yanı vardı bu kitabın savunduğu yaklaşımın. Zaten kitabı nasıl diyeyim, kitabı hatırladığımda özellikle 2 bölüm aklıma geliyor benim. Birincisi versiyonlar bölümü, ikincisi de eserler bölümü. Nedense bunlar daha fazla aklımda kalmış. Ama ne bileyim, bunlarla bağlantılı işte hiyerarşiler bölümü var, bedenler bölümü var. Birçok çok hoş bölüm hatırlıyorum. Ama versiyonlar bölümünden özellikle bahsetmek gerekirse birçok açıdan önemli bir bölüm bu. Birincisi kitabın neden alfabetik olduğunu açıklayan bir paragraf içermesi açısından önemli. Ki bu alfabetik bölümün muhtemelen işte Roland Barthes'in hiyerarşiyi bozma amacıyla alakası var diye düşünüyorum. Yani alfabetik olması bir filyasyon olarak yapıyı belirleme değil, her şeyin hakikaten alfabetik diziliminde eşit düzeyde yer alması açısından önemli bir yeri var. Ve bu yaklaşım bir yandan çeviriye anlayışımla çok yakın şu anlamda. Çeviriyi ben 2 dünyanın karşılaşması olarak görüyorum. 2 dilin dünyasının karşılaşması. Yani tabii ki bu 2 dil dünyası boşlukta birbiriyle boşlukta karşılaşmıyor. İşte arada çevirmen var, yazar var, okur var, yayın evi var. Büyük bir network var diyelim orada. Ama sonuçta 2 dilin karşılaşması ve yine kitaptaki bir bölümle bağlantı kuracak olursam Umwelt anlamında karşılaşması ve 2 dünyanın sınırlarının karşılaşması açısından çok önemli buluyorum. Kitabı çevirirken çok büyük bir güçlük yaşadığım bölüm yine aynı zamanda versiyonlar bölümüydü, onu hatırlıyorum. Çeviri açısından zorluk yaşadığım bir bölüm olarak. Ama genel olarak Vincent Desprez'in üslubuna bayıldım. Çok böyle cuk oturan bir üsluptu. Benim çok sevdiğim bir tarz, çok orijinal, çok espri içeren bir tarz. Ve bayılarak çevirdiğimi hatırlıyorum. Çoğu kitapta böyle bir süreç söz konusu olmaz. Bazen
çok nasıl diyeyim isyan ettirebilecek, çevirmeni isyan ettirebilecek metinlerle de karşılaşabiliyor insan. Bu anlamda benim için süper keyifli bir süreçti açıkçası. Bunu söyleyebilirim. Doğru, gerçekten bazen felsefe metinleri olsun, bilimsel metinler olsun, dili kullanmada her zaman aynı ustalık olmuyor. Bilgiyle dili kullanma becerisi eşit olmuyor ve o çevirmenin işini bayağı zorlaştıran bir unsur. Burada Vincent Desprez'in edebiyata olan yatkınlığı da sanırım anlattıklarını çok daha keyifle anlatabilen, çok daha hoş bir dille anlatabilen, o anlamda da çevirmene de mutluluk veren bir yönü var. Ama zorlayan yönleri de olmuştur eminim, çünkü çok teknik yönleri de var. Türkçe-Fransızca arasında çok iyi sözlükler yok bu anlamda. Çok hayvan isimleri, zooloji alanında, botanik alanında gerçekten çok, ben de çeviri yaptığım zaman çok zorlanıyorum. İsmini bir türlü tam ezber. Kraterotopu mesela o kuşu bir türlü bulamadım. Siz çok güzel bulmuşsunuz. Ama onun ötesinde mesela çeviri yaptığınız zaman bir takım kararlar alıyorsunuz ve bazen bu kararlar öyle kendiliğinden otomatik olarak alınacak kararlar değil. Mesela demin kitabın alfabetik diziliminden söz ettiniz. Şimdi baktım siz Türkçe aktarırken Fransızcadaki alfabetik sırayı izlemişsiniz. Türkçedeki alfabetik sıraya göre yeniden tasnif etmemişsiniz. Oysa yazarın girişte söylediğine göre farklı sırada da okunması mümkündü bunun. Evet. Peki bunu yaparken neye dikkat ederek yaptın? Çünkü eminim öylesine alınmış bir karar değil bu. Belli bir düşüncenin ürünü olan bir karar. Siz hangi yaklaşıma göre böyle bir karar verdiniz? Ya ilk başta başlıkları çevirdikten sonra şeyin mümkün olmayacağını gördük. Yani Türkçedeki alfabeyi kaplayacak şekilde bir sıralamanın mümkün olmayacağını gördük. Editörle birlikte bu konuyu konuştuk. Ya da tekrarlı başlıklardan Türkçe'de çevrildiğinde oluşabilecek tekrarlı başlıklardan kurtulmak için zorlama bir başlık seçimi yapmak da istemedik. O yüzden en iyi yöntemin Fransızca'daki orijinal başlık dizilimini korumak ve parantez içinde Türkçesini yazmak olduğuna karar verdik. Öyle bir tartışma sonucunda bu karara varmıştık. Yani sonuç olarak bu kararlar bir takım değişmez dil bilim yasalarına göre alınmış ve bir çeviri kopya makinesinin alabileceği kararlar değil. Belli bir kitabın anlayışı üzerine alınmış gayet net düşünsel kararlar aslında. Evet. Çevirmenin verdiği kararlar bu nitelikte kararlar. Şimdi tekrar Vincient'a dönelim. Donc je vais revenir maintenant vers vous. On a parlé d'humour, on a parlé de critique de méthode, mais vous abordez aussi des sujets qui sont beaucoup plus graves lorsqu'on parle des relations avec les animaux. Et notamment, vous citez cette phrase de la philosophe Donna Haraway qui constate que statistiquement, la forme la plus fréquente de relation d'un humain avec un animal est le fait de le tuer. Et vous abordez notamment la question de l'industrie agroalimentaire et des millions d'individus, d'espèces ou de kilos de viande consommée ou d'animal abattu. Que pensez-vous de cette question qui intéresse aussi beaucoup de monde en Turquie, puisque ça fait partie des sujets qui récemment, avec la prise de conscience écologique, fait partie des débats quotidiens. Doit-on consommer de la viande animale ou comment est-ce que ça se passe? Comment se déroulent les processus d'élevage et d'abattage des animaux et en quoi cela nous concerne en tant qu'être humain? Avant de répondre à votre question, d'abord, je voudrais remercier chaleureusement le traducteur. Je trouve que le choix d'avoir mis les termes en français, d'avoir gardé les termes en français pour l'abécédaire, était vraiment une idée très imaginative. Moi, je n'aurais pas osé comme traducteur, mais je ne suis pas traductrice. Mais je trouve que c'était vraiment un choix fort et intéressant. Le choix des Américains avait été de retravailler avec moi, comme ça je lui dis, avec les Américains, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait gardé l'ordre alphabétique en changeant les mots. Donc, ça veut dire que A comme artiste, art, ça marchait bien en anglais. B comme bête, ça marchait modérément. Donc, voilà. C comme corps, ça marchait plus du tout. Et donc, on cherchait un mot dans le texte qui pouvait prendre la lettre. Mais vous avez eu parfaitement raison aussi de garder l'ordre des chapitres, parce que vous imaginez, et je suis pleine d'admiration et pleine de reconnaissance que vous ayez mes versions. C'est le chapitre le plus difficile où je prends vraiment des problèmes plus abstraits, plus théoriques.
Et ça me fait vraiment plaisir que vous l'ayez aimé, mais je comprends aussi que vous ayez eu des difficultés avec ce chapitre. Et je comprends aussi pourquoi vous avez pu, enfin, je vais dire comme traducteur, en effet, que ça a pu vous intéresser. Je reviens, voilà. Merci beaucoup. Je voulais ne pas négliger. Et je trouve qu'on aurait plein de choses à se raconter, parce que j'aurais évidemment plein de questions à vous poser sur, tiens, qu'est-ce qui passe pas bien en turc? Moi, ça m'intéresserait de savoir, tiens, qu'est-ce qui n'arrive pas à passer? Pas dans version, évidemment, mais quels sont les moments où c'était difficile pour vous, pas à cause de l'aspect technique, parce que finalement, je ne suis pas très technique, je raconte des histoires, mais qu'est-ce qui a été difficile à faire passer? Comment est-ce qu'on fait passer l'humour en turc? Ça m'intéresserait vraiment. Je pense qu'il y a plein de belles questions à poser. Maintenant, je réponds à la question, excusez-moi pour cette parenthèse, mais qui était pour moi très importante. Oui, et quand vous dites, oui, c'est ça aussi pour ça que je voulais intervenir, quand vous dites que le fait de faire un abécédaire, c'était une volonté de limiter les effets des hiérarchies qui s'instaurent notamment dans les textes, c'est très intéressant. En fait, je ne savais pas très bien pourquoi je le faisais, c'était pour m'amuser que je faisais ça. Et j'ai réalisé en le faisant, vous savez, les raisons qu'on a de faire quelque chose, c'est toujours a posteriori qu'on les découvre vraiment. Une deuxième raison, donc c'était pour m'amuser parce que j'avais envie, c'était pour éviter. Alors, je pense que c'est ça qui m'a conduit vers la fiction. Et je pense que le traducteur que vous êtes, vous allez parfaitement bien comprendre ça. Je pense que ce livre-là m'a conduit naturellement vers la fiction. Pourquoi? Parce que c'est le livre le plus polyphonique. Et ce que j'entends par polyphonique, c'est-à-dire que la fiction vous autorise une pleine polyphonie parce que vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que vos personnages disent. Vous pouvez très bien dire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord. C'est le cas dans l'autobiographie d'un poulpe. Il y a des moments où je dis des choses avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Donc, on va le déployer. Et puis, parce que c'est une façon d'être dans le monde et de penser dans le monde. Donc, il faut, je me disais, voilà, bon, par exemple, enfin, bon, on ne va pas parler du poulpe ici. Et donc, l'abécédaire, c'était une façon pour moi de commencer le polyphonique parce qu'il y a des moments où on remarque qu'il y a des contradictions d'une lettre à l'autre. Je vais dire par là où je peux prendre certaines positions, je vais être hyper contre la hiérarchie, je vais dire la hiérarchie chez les animaux, c'est vraiment du grand n'importe quoi, c'est vraiment des trucs idéologiques, c'est de la politique qui s'inscrit dans la nature, on observe la hiérarchie, on le voit dans les recherches, c'est vraiment projeter des problèmes de mal académique à dos argenté sur les animaux, c'est vraiment projeter des problèmes de différence, de lutte de pouvoir entre les hommes et les femmes chez les animaux, etc. Donc, je vais démolir la hiérarchie en disant, moi, je ne peux pas croire à des trucs comme ça et je suis les chercheurs qui n'y croient pas. Et puis, quelques pages plus loin, je vais parler du cratérope et je vais parler tout naturellement du fait qu'il est hiérarchisé, que la hiérarchie est hyper importante pour le cratérope. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, le fait de faire un abécédaire, je pouvais me permettre de suivre chacun de mes chercheurs là où ils m'intéressaient, sans devoir faire ce qu'un travail philosophique exige, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites « Ah oui, mais attention, bon, il dit que c'est de la hiérarchie chez le cratérope, mais vous savez, moi, j'y crois pas trop à la hiérarchie, donc je vais devoir ici commencer. » Et non, et ça me permettait de pleinement suivre chacun de mes scientifiques sans nécessairement être obligé de justifier le fait que j'adhérais à ce qu'il disait sans le contredire, alors qu'en fait, quelques pages auparavant, j'avais manifesté clairement que cette situation-là était problématique. Et c'était une façon aussi pour moi d'être le plus polyphonique possible. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse, moi, dans l'écrit, c'est la polyphonie, le fait de pouvoir faire parler une grande multiplicité de voix. Et donc il faut trouver des technologies pour ça. Alors, vous pouvez le faire en faisant témoigner des gens, mais comme philosophe, quand vous écrivez, à un moment donné, vous devez quand même dire, oui, mais attendez-moi, voilà ce que je pense, quoi. Et moi, je n'avais pas envie de dire, attendez-moi, voilà ce que je pense. Je voulais laisser cette possibilité que même en critiquant la hiérarchie, je me trompe. Parce qu'il est possible que je me trompe, que ça mérite la hiérarchie, que ça mérite les recherches sur la hiérarchie, mais peut-être que des chercheurs, ils en ont besoin de ça, parce qu'autrement, ils ne comprendraient pas leurs animaux. Je peux trouver ça dommage, mais ces chercheurs auraient de bonnes raisons de me dire, Madame Després, vous êtes philosophe, vous ne savez pas les difficultés qu'on a sur le terrain. Donc voilà un petit peu tous ces problèmes-là. Excusez-moi, j'essayais pas d'éviter la question du kilo, j'essayais simplement de repréciser des sujets qui me passionnent, vous en doutez bien. Alors, la question des kilos, en fait, je pense que si mes souvenirs sont bons, j'ai introduit ce chapitre en disant combien de kilos d'animaux sont morts et tout. Et c'est vraiment quelque chose de très provocateur. C'est une provocation. Pourquoi? D'abord parce que ça vous dit bien à quel point les morts des animaux n'ont rien à voir avec les morts des humains et qui sont incommensurables. Et d'ailleurs, j'ai été confrontée encore dernièrement à des gens qui continuent à affirmer que les animaux ne meurent pas, qu'ils crèvent. Hein, pour reprendre, ah oui, et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Ce sont des grands et honorables philosophes qui affirment ça, parce que quand on ne sait pas qu'on va mourir, quand on ne sait pas qu'on meurt, on ne peut pas mourir, on doit crever. Voilà, c'est pour ça qu'ils utilisent un terme aussi lourd, aussi violent. Donc, kilo, c'était une façon de dénoncer et de rendre perceptible et
des animaux et dont la mort des humains reste pour nous, sauf quand il s'agit de l'ennemi, hein, ou de la personne dont la vie ne vaut pas grand-chose. Je parle ici par exemple des migrants, dont la mort ne vaut rien, dont la mort n'existe pas, dont le deuil ne peut. Je reprends Judith Butler ici, des morts pour lesquelles il n'y a pas de deuil possible, puisqu'elles n'ont pas vraiment existé. Alors j'avais pris Kilo, et en fait, je prenais aussi Kilo, parce qu'en fait, ce à quoi je m'attaquais aussi, mais sans le dire explicitement, c'est à la manière dont les défenseurs des animaux s'y prennent, et je trouve que très souvent, leur maladresse et leur sens de la manière dont il faut entrer dans cette question me paraît pragmatiquement extrêmement contestable. Et contestable pourquoi? Dans la mesure où ils viennent souvent avec des chiffres. 500 millions de porcs sont abattus, 200 machins, trucs, etc. Et moi, je trouve que les chiffres et accumuler des situations de tristesse, de scandale, etc., je pense que ça ne change pas énormément de choses. Ça ne change de choses, et ça, certains libérationnistes vraiment très pragmatiquement impliqués, je veux dire qui pensent pragmatique, comme Henri Spira notamment, savent très bien que si vous voulez, vous ne convaincrez avec du scandale que les gens qui sont déjà scandalisés. Mais si je vous dis, allez, si je vous écris un livre et que je vous dis, voilà, il y a 500 millions de porcs, il y a 200 000 batchs, il y a 300, etc. Après 3 pages, vous allez vous embêter, vous allez vous dire, bon, ben ouais, ben c'est triste, quoi. Vous n'aurez pas envie de faire quelque chose. Et si je dis ça, c'est parce que je viens de réaliser que le problème de l'extinction est également le même problème. Je veux dire que si je vous dis que 82% des albatros vont disparaître dans les années prochaines, si je vous dis que 60% des coraux ont disparu, si je vous dis que 80% des insectes ont disparu dans les 40 dernières années, ben, est-ce que vraiment ça vous touche? Ben, je vais dire, il faut déjà être très touché pour que ces chiffres vous... Donc, les chiffres ne touchent pas. Et je me dis, on n'arrive pas à trouver un mode par lequel on devient curieux, par lequel on touche les affects. Et donc, je me suis dit, il faudrait reposer la question de la mort des animaux et la poser autrement pour qu'on sente pleinement le scandale de ce que c'est. Et les chiffres ne disent pas le scandale. Voilà. Donc, parler en termes de kilos dit le scandale, mais en même temps, n'aimez pas si je vous dis qu'il y a 40 millions de kilos d'animaux qui sont morts et été consommés cette année-ci. Vous ne savez pas que derrière ces 40 millions de kilos ou ces 40 millions, enfin peu importe, il y avait des yeux qui vous auraient regardé, il y avait des poils que vous auriez pu caresser, il y avait une maman vache qui aimait son petit, il y avait un mouton qui s'était enfoui mais qui a fini par revenir. Bref, toutes les aventures que les animaux sont capables de faire quand on ne les enferme pas et quand on ne les rend pas complètement idiots dans des élevages industriels. Et donc, c'est un peu tout ça que j'ai essayé de fabriquer pour finalement, et la phrase de Haraway, vous avez eu raison de la citer, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui montre un chemin par lequel on peut avoir une prise. Le scandale n'est pas de tuer des animaux, le scandale n'est pas de manger des animaux. Le scandale, c'est de définir les animaux comme a priori, par définition, tuables. Et c'est ça qui autorise toutes les violences. Je veux dire, si les animaux, si tuer des animaux était à chaque fois un acte difficile, bien qu'on est en train de faire quelque chose qui est de l'ordre de prendre une vie, eh bien, je vais dire, on n'aurait plus d'élevage industriel. On aurait des élevages, on aurait des élevages qui seraient des élevages où les éleveurs se sentiraient responsables. On n'aurait plus des chasses absolument abominables où on traque les animaux et on les canarde et 25% vont rester blessés sur le carreau. Je recommence avec des chiffres. Moi, tiens, j'ai dit qu'il ne fallait pas me blasphémer à faire la même chose. Je veux dire, ou par exemple, moi, je rêverais de chasse où on dirait aux gens, ben voilà, on peut chasser, mais c'est à l'arc à flèche, ou à l'arbalète, ou à l'arme blanche, mais plus au fusil. Pour être chasseur, vous devez vraiment... vous devez apprendre, vous devez réfléchir, vous devez calculer, vous devez vous approcher de l'animal, vous devez devenir aussi malin que les anciens Grecs et que les anciens Méditerranéens pouvaient l'être. Bref, ça, ce sont des choses intéressantes. Et donc, moi, le tout grand scandale qui est autorisé par la définition de l'animal comme tuable a priori, c'est le scandale de l'industrie agroalimentaire et des élevages industriels qui me paraît inimaginable. Il y a des jours où je pense, et je pensais hier après-midi, j'espère que nous connaîtrons la honte. Et pourquoi est-ce que je disais ça? En fait, ma phrase était optimiste en disant « j'espère que nous connaîtrons la honte ». Ça voudra dire que les choses changeront suffisamment vite pour qu'on puisse nous dire « comment avez-vous laissé faire ça ?» alors qu'on sera toujours là. Vous voyez ce que je veux dire? Si je disais
j'espère qu'on ne connaîtra pas la honte. Ça veut dire que les choses ne changeront pas d'ici ma mort. Donc moi, j'espère que nos enfants et nos petits-enfants auront encore le temps de nous dire comment avez-vous pu laisser passer ça? Pourquoi avez-vous regardé ailleurs, hein? Ce qu'on disait aussi à d'autres époques. Pour commencer, le regarder ailleurs est quand même une phrase qu'on a déjà entendue. Comment avez-vous pu regarder ailleurs? Comment avez-vous pu laisser passer ça? Et qu'on nous le dise, ça voudra dire qu'avant ma propre mort, c'est-à-dire avant, on va dire une 20 ou 30 ans d'ici, les choses auront suffisamment changé pour que ce scandale ne puisse plus exister. Et vous avez d'ailleurs dit tout à l'heure, à juste titre, qu'on peut estimer qu'on peut tuer des êtres s'ils sont inférieurs hiérarchiquement, et notamment les immigrants, les ennemis dans les guerres, etc. Et c'est très intéressant de constater que souvent, le langage qu'on a envers les ennemis, dans les guerres, dans les luttes nationalistes, on bestialise l'être humain. Donc on le ravale au niveau de l'animal pour que l'on puisse accepter le fait de le tuer. Dans mon recueil de nouvelles, j'avais fait des parallélismes entre les discours de haine nationalistes ou autres contre d'autres catégories d'individus, contre les minorités, contre les ethnies ennemies, etc., et qui se ressemblent énormément au discours qu'on peut tenir à l'encontre des vermines, des insectes, de tous ces parasites que l'on veut éliminer. C'est exactement le même type de discours. Ça se ressemble comme de gouttes d'eau, d'où la nécessité à travers le mot de vous parler de désanimalisation de l'animal à travers l'utilisation de registres de mots différents. Et vous parlez d'une nécessité également, s'il faut absolument tuer un animal pour le manger, il faut apprendre à rendre compte de manière responsable, soit un défunt, non pas un défunt anonyme en carcasse, mais un être dont l'existence continue sur un autre monde parmi les vivants qu'il nourrit et dont il assure la persévérance. Un défunt dont l'existence se prolonge, sinon dans nos mémoires, dans nos corps. Reste à apprendre comment faire mémoire, apprendre à hériter dans la chair, comme nous le propose Haraway, apprendre à faire histoire ensemble, espèces compagnes dont l'existence des unes et des autres sont à ce point enchevêtrées que l'une par l'autre, elles vivent et meurent autrement. Et là, j'aimerais passer peut-être à votre autre livre, qui n'est pas encore traduit en turc, malheureusement, Au bonheur des morts, où là encore, vous faites le parallèle. Dans ce livre aussi, vous projetez la mort n'est pas une fin, on a d'autres moyens d'entretenir le rapport avec les morts. Est-ce que ces deux pensées se rejoignent quelque part? Cette façon d'honorer la mémoire des animaux que l'on est obligé de tuer pour manger et le rapport avec les morts que l'on continue à entretenir sur d'autres modes. C'est intéressant de me poser cette question-là parce qu'elles ne se rejoignaient pas. Voilà, elles ne se rejoignaient pas, mais elles sont pour le moment, et c'est d'extinction, parce que je suis en train de me poser la question de savoir, tiens, mais comment va-t-on honorer ceux qui ne sont plus? Comment va-t-on garder la mémoire de ceux qui seront, ben voilà, tous ces animaux, ces insectes, ces baleines, ces dauphins, etc., qui sont lentement en train de disparaître et qui, même sans être disparus, sont en train de perdre ce qui faisait leur monde. Parce que je vais dire, c'est ça aussi, c'est des modes de vie. Ça, je reprends un peu les idées de Tom Van Doren qui a écrit Flightways, qui est un merveilleux livre. Si vous avez l'occasion de le faire traduire, ce serait vraiment excellent, et qui pose la question de l'extinction. Comment est-ce qu'on va appréhender l'extinction? Et il dit, oui, mais l'extinction, ça ne commence pas quand l'animal n'est plus là. Ça commence déjà quand il dit, c'est très joli le mot, quand tout s'effiloche, quand le monde de l'animal s'effiloche, quand il arrive au seuil de l'extinction, mais qu'ils ne sont plus que quelques-uns, que leur vie est dans des habitats misérables, qu'ils doivent lutter, que la possibilité de se reproduire est compromise chaque année, les goélands dont les œufs n'éclosent pas parce qu'il y a trop de plastique et trop de polluants, et donc les coquilles ne tiennent pas le coup. Enfin bref, les bébés albatros qui sont affamés parce qu'ils ont ingéré tellement de plastique qu'ils ne se nourrissent plus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de place dans l'estomac. Bref, toutes ces choses-là. Et je trouve que c'est très intéressant de lier les deux questions, de savoir comment nous rendons des honneurs. Et ça, c'était une enquête qui était purement empirique. C'était de constater qu'autour de moi, dans une Belgique que je pensais laïque, extrêmement rationaliste, que je pensais très matérialiste, etc., les gens continuaient à entretenir des conversations avec leurs défunts, continuer à avoir des rituels, continuer à avoir des gestes, continuer parfois même à les voir arriver dans leurs rêves, continuer à leur parler, etc. Et j'avais été tellement surprise et émerveillée de me dire, ah, on n'est pas aussi appauvri que ce que le discours laïque matérialiste ambiant voudrait nous le faire croire. Et donc, il ne s'agit pas du tout d'un discours religieux. Jamais
chez les gens qui continuent à avoir des relations avec leurs défunts, je n'ai entendu de connotation religieuse dans le discours. Au contraire, la Belgique étant un pays majoritairement catholique, le catholicisme est assez, n'apprécie pas beaucoup les relations avec les défunts. Au contraire, hein, vous entendrez dans l'Évangile, laisser les morts enterrer les morts. Donc, il n'y a plus de relation. D'habitude, si vous allez, les prêtres, etc., ne vont jamais favoriser le fait de continuer à avoir des relations. Donc, ce n'est pas du tout un discours religieux, mais c'est un discours qui échappe d'une certaine manière à l'injonction de rationalité qui pèse sur les gens. Et j'avais trouvé ça très intéressant parce que les gens, d'abord, avaient des relations, mais avaient des relations qui étaient de très belles relations, qui étaient des relations hautement éthiques dans la mesure où ils avaient des obligations à l'égard de leur mort. Je veux dire, et de vraies obligations du style, il faut continuer à accomplir ce qu'ils n'ont pas pu finir, il faut continuer à penser à eux, il faut continuer à parler d'eux, il faut continuer à faire des choses de telle sorte que si eux-mêmes ne sont plus là pour les faire, c'est comme s'ils le faisaient. Et ça, je trouvais que c'était extraordinaire, qu'il y ait un rapport éthique aux morts, ce que je croyais être un rapport psychologique était en fait un rapport politique et éthique. Et donc, pour les animaux, j'essaye de trouver quel va être le rapport, en effet, par rapport d'une certaine manière, parce que là, c'est plus avec chaque... Ici, je veux dire, l'intérêt chez les humains, c'est que chacun s'occupe de son mort. Donc, on est tous volontaires et bénévoles, et donc il y a des volontaires partout. Pour les animaux, le nombre de morts est tellement massif que je vais dire, on ne peut pas imaginer de les singulariser. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et le problème se pose tant par rapport à l'extinction que par rapport à tous ces animaux qu'on tue pour manger. Et je vous avoue, je n'ai pas de réponse et je la cherche pour le moment. Mais quand je dis je la cherche, ça veut dire que je commence pour le moment une enquête où j'essaye de voir, tiens, mais quels sont les discours sur l'extinction à la Tom Van Doren qui me semblent apporter des réponses pour comment bien traiter les morts. Il y a d'un autre côté Donna Haraway qui dit avec qui j'ai discuté la semaine dernière, et on en discute assez souvent, de trouver des modes où on sera des porte-paroles pour les animaux disparus, des porte-paroles des morts, je veux dire par là, on continue à les faire exister même s'ils ne sont plus là. Leur présence a compté et elle doit continuer à compter. Et puis, je comptais prendre une troisième voie, qui est une voie moi, qui m'interroge très fort, c'est pourquoi est-ce que les gens qui ont des animaux familiers, des chiens, des chats, pourquoi est-ce que c'est si difficile quand ces animaux meurent et parfois aussi difficile que quand un humain meurt, alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une hiérarchie, que ce soit beaucoup plus difficile de perdre un ami que de perdre un chien. Et je constate que ce n'est pas si souvent le cas, que les gens qui perdent un animal sont dans des états de désarroi et de chagrin et de deuil extrêmement longs et extrêmement douloureux. Et quand on pose la question, on peut commencer à penser qu'en fait, ce n'est pas du tout les mêmes relations. Ça ressemble, les relations aux animaux familiers ressemblent aux relations d'amitié qu'on a avec les humains, et il y a des composantes communes, mais les relations aux animaux familiers, ce sont des relations où le corps est totalement impliqué. Et ce sont des relations où on a vraiment un corps. Avec vos amis, vous pouvez avoir un peu un corps, vous pouvez avoir un peu un corps dans des relations sexuelles amoureuses, vous pouvez avoir un peu un corps avec, quand vous avez des très jeunes enfants et que vous allez avoir une sensualité et des tendresses corporelles, et puis à un moment donné, vos enfants vont vous dire du vent, maintenant ça suffit, vous ne pouvez plus. Et c'est bien que ce soit comme ça. Et donc, ça veut dire que nos corps, ils sont quand même très, très anesthésiés, très peu nourris par les relations. Et vous remarquez que les gens qui ont des animaux familiers, quand on leur demande, plutôt que de leur demander qu'avez-vous ressenti quand vous avez perdu votre chien ou votre chat, c'est surtout les chiens, moi, qui m'intéressent parce que c'est un domaine que je comprends un peu mieux. Et bien, les premières choses qu'ils vous racontent, c'est des choses comme j'ai ouvert la porte pour le laisser sortir alors que je n'avais pas réalisé qu'il n'était plus là. Ça faisait 15 jours qu'il était mort et je continuais à ouvrir la porte pour le laisser sortir. Mes promenades n'ont plus beaucoup de sens, je n'arrive plus à les promener. Son odeur me manque, la chaleur de son corps me manque. J'entends parfois ses petites pattes cliquer sur le parquet du premier étage alors qu'il n'est plus là. J'entends encore le bruit de quand il buvait de l'eau. Et je me dis, mais tiens, mais ce sont des rapports de sensorialité, ce qu'on raconte là, alors que quand les gens vous parlent de leur rapport avec les défunts humains, c'est des rapports où on se parle. Et donc, c'est des rapports qui sont très mentalisés grâce à la possibilité de parler. Et donc, je ne dis pas que c'est tout le monde comme ça, mais généralement, quand on a des relations avec un défunt, en tout cas en Belgique, et je ne vais pas faire de généralité, les gens qui m'ont raconté des histoires, c'est des histoires qui passaient fortement par la mentalisation. De temps en temps, on sent un parfum, de temps en temps, on sent un baiser, mais c'est plutôt rare et ça arrive une fois. Alors qu'avec les animaux, c'est vraiment des rapports corporels. Et je me demande dans quelle mesure, en allant essayer d'investiguer, d'enquêter sur la manière dont ce que les animaux font avec nous, ce qu'ils nous apportent, comment ils nourrissent nos corps à tous les points de vue, comment ils nous font avoir des corps,
eh bien, peut-être qu'on pourra commencer à penser aussi qu'est-ce que nous perdons, parce que c'est peut-être ça la question. C'est qu'est-ce que nous perdons et comment dire ce que nous perdons. Sur Desprez, je me rends compte que, déjà en vous lisant, ça foisonne tellement d'idées qu'on passe d'un registre à l'autre et que d'un chapitre à l'autre, on est envoyé dans des registres de réflexion différentes. C'est la même chose quand on vous entend parler. Au début de votre intervention, vous parliez de l'extinction. J'étais en train de me dire, mais est-ce par hasard que ces dernières décennies, il y a de plus en plus de films ou de dessins animés sur les dinosaures, justement, sur les espèces éteintes ou sur les dodos qui reviennent aussi à l'honneur chez les enfants. Est-ce peut-être une façon de se remémorer ou de vouloir honorer la mémoire des animaux éteints? Est-ce que c'est une piste de réflexion? Puis après, vous avez parlé du corps. Et là, j'ai une citation encore de votre livre qui est extrêmement intéressante et humoristique à la fois. C'est « Uriner devant les animaux, est-ce normal ?» Et c'est l'histoire des loups. Les loups qu'un chercheur essaie d'observer. Et les loups passent devant sa tente sans prêter attention à lui. Et à un moment donné, il en a marre parce qu'il voit que les loups urinent sur les arbres pour laisser leurs traces et pour marquer leur territoire. Et il se dit, il va faire la même chose. Et il urine. Et à partir de ce moment-là, les loups commencent à le prendre en compte. Un autre chercheur dans la jungle, il est devant les primates, devant les chimpanzés, je crois, ou les... C'est Charles Schrum devant les babouins. Oui, voilà, les babouins, voilà. Une chercheuse devant les babouins, et qui, à un moment donné, ne veut pas aller rater une scène et ne veut pas aller jusqu'à sa caravane pour se cacher pour uriner, et finalement décide de se déshabiller et d'uriner devant les babouins. Et tout d'un coup, les babouins réagissent autrement, se rendent compte qu'elle a un corps. Or, ils avaient l'impression qu'elle n'en avait pas, puisque c'était toujours derrière des vêtements. Et donc, dans cette, vous attirez l'attention, je vais faire la citation. Au-delà de ces inversions, ces histoires s'inscrivent dans un régime très similaire, celui qui caractérise les situations dans lesquelles des êtres apprennent à soit demander que soit pris en compte ce qui importe, soit à répondre à une telle demande. Et ils l'apprennent avec une autre espèce. C'est ce qui donne ce goût si remarquable et si particulier à ces projets scientifiques, ceux pour lesquels apprendre à connaître ce que l'on observe se subordonne au fait d'apprendre d'abord à se reconnaître. Donc il y a un effort de reconnaissance mutuelle, que les animaux réfléchissent aussi sur ce que nous sommes à partir de nos comportements, de notre apparence et nous-mêmes. Donc, il faut, pour pouvoir les comprendre, un double apprentissage, en quelque sorte. Il faut aussi qu'ils nous reconnaissent. Et ce que vous avez dit sur les animaux domestiques, que c'est très corporel, bien, souvent le langage avec eux, c'est aussi, ça passe à travers le toucher. Moi, je vois que la chatte de ma fille, tous les matins, elle vient se frotter à mes jambes, à mes pieds. C'est comme ça qu'elle dit bonjour. Elle n'utilise pas le langage, elle utilise le langage corporel. Donc la relation se fait d'office à travers le physique. Alors, pour vous entraîner dans un autre domaine, ou plutôt une autre transition, dans votre livre, vous parlez aussi beaucoup du souci des scientifiques d'éviter l'anthropomorphisme, c'est-à-dire d'attribuer aux animaux des comportements humains. Mais n'est-ce pas le souci inverse qu'on devrait avoir, c'est-à-dire de souligner tout ce qui tient de l'animal dans le comportement humain? Parce qu'après tout, est-ce que nous ne sommes si coupés, si différents du règne animal? Est-ce que ce n'est peut-être pas dans l'autre sens qu'il faudrait poser des questions, de voir lequel de nos comportements tient de l'animal et lequel se différencie quel type de comportement nous n'avons pas, enfin que les animaux n'ont pas. Est-ce que les animaux sont capables de génocide? Est-ce qu'ils sont capables de féminicide? Ou est-ce qu'ils sont capables de stocker des aliments ou des biens en quantité totalement inutile? N'est-ce pas là ce qui fait le propre de l'homme finalement? Ce côté négatif, disons, par rapport à l'animal. Alors, ça a été une tendance de certains qui voulaient sauver, qui voulaient à la fois accentuer la différence, non, qui voulaient continuer à penser la différence entre les humains et les animaux sans tomber dans l'exceptionnalisme. Mais le problème, c'est que la crête est très, très, très étroite à ce niveau-là. Et que si vous commencez, par exemple, à dire nous sommes les seuls à tuer nos femmes, nous sommes les seuls à, etc., très vite, on pourrait tomber sur un discours exceptionnaliste parce que, oui, mais pourquoi sommes-nous les seuls? Vous voyez? Et alors, si on dit parce qu'on en a les moyens, ça me convient. Si simplement la réponse est nous sommes capables de stocker beaucoup d'aliments parce que l'on en a les moyens, ou parce qu'il y a une machine infernale qui s'appelle les plantations d'abord, etc., qui s'appelle la naissance du capitalisme, nous en a donné les moyens, ou nous a enrôlés plutôt, mobilisés et enrôlés dans cette histoire,
Là, ça me convient parce que vous faites entrer à ce moment-là non plus des raisons qui nous rendent admirablement dignes, exceptionnels et en plus tellement vertueux que nous sommes capables de voir nos défauts, mais de faire des différences simplement en montrant à quel point ce sont des situations socio-historiques aussi qui vont jouer et qui sont des petites choses qui vont s'accumuler et à un moment donné, il y a un seuil de bascule qui fait que des petites différences s'accumulant deviennent des grosses différences. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est, donc je veux dire, pour lutter contre l'exceptionnalisme, je n'ai trouvé qu'un moyen, c'est de chercher, et c'est un peu la piste que vous proposez, c'est de multiplier les différences. Je veux dire multiplier les différences à l'envi, mais pas des énormes différences, mais multiplier des petites différences. Qu'est-ce que ça veut dire être dans un monde, par exemple, comme une chauve-souris, où on ne voit pas et où on voit avec des ondes? Qu'est-ce que ça veut dire être, voilà, ça fait quoi comme différence? Qu'est-ce qu'on, même si il y a un certain Nagel qui a dit on ne peut pas être dans la tête d'une chauve-souris, c'est pas possible et tout. On ne peut pas être dans sa tête, mais être dans sa tête, est-ce que c'est pas de nouveau un problème d'homme moderne, occidental, contemporain, soucieux d'autobiographie, soucieux, je vais dire, influencé par des siècles de tradition grecque, chrétienne et compagnie. Je vais dire, poser le problème en se disant on ne peut pas être dans la tête d'une chauve-souris. Ben, peut-être que ce n'est pas la bonne question, c'est peut-être pas être dans la tête. Peut-être que les Amérindiens, quand ils exprimer, c'est qu'ils vont en rêver, c'est qu'ils vont faire confiance à ceux qui savent, ils vont regarder et ils vont le connaître très intimement, mais ils ne sont pas dans sa tête, ils sont plutôt dans son corps que dans sa tête. Et c'est peut-être là, en effet, c'est peut-être là où les petites différences pourraient devenir beaucoup plus intéressantes si on sortait de cette espèce de pensée non pas anthropocentriste, mais plutôt ethnocentriste, qui nous fait penser d'une certaine manière, qui nous fait tout intellectualiser. Et donc, peut-être que c'est là où les petites différences, en se posant la question des corps, justement, qu'est-ce que c'est qu'avoir un corps je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'avoir un corps qui sait goûter l'eau, comme les saumons, qui sait faire la différence entre des eaux, puisqu'ils savent reconnaître quand ils doivent remonter les rivières et qu'ils doivent à un moment donné faire des choix de route. Ben, visiblement, ils ont une mémoire du goût qu'avait l'eau. Ils ont une mémoire de quelque chose qui pourrait s'apparenter à du goût. Qu'est-ce que ça veut dire en effet avoir un corps qu'est-ce que ça veut dire avoir un corps qui sent les courants d'air chaud? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un corps qui sent les ondes telluriques? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et ça, je pense que cette petite différence-là, ça nous permettrait d'éviter cette tentative toujours un peu obscène de nous mettre sur un piédestal par rapport aux autres animaux et en dernier ressort d'arriver à dire que finalement, c'est quand même nous qui sommes les plus malins. Je vais poser une dernière question, ensuite passer la parole à la salle, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'autres questions que les personnes qui nous écoutent auront envie de vous poser. Mais ma dernière question, c'est, toujours dans ce domaine, vous parlez des observations d'un chercheur qui s'appelle Zahawi, qui étudiait justement les cratéropes. Et il disait vous disiez que quantité d'observations l'ont conduit à penser que le cratérope ont inventé une réponse originale au problème de la compétition au sein des groupes pour lesquels la coopération est une nécessité vitale. Ils sont en concurrence pour le droit d'aider et de donner. Donc, des oiseaux qui essayent d'aider les autres à donner, à faire don de soi, à proposer de la nourriture pour le nid des autres, etc. Ne pensez-vous pas que c'est un peu ce que font aussi une partie des êtres humains avec les utopies altruistes? C'est-à-dire de centrer la compétition dans le domaine de l'aide aux autres, de l'entraide, parce que c'est nécessaire pour la survie du groupe, de l'espèce, de la famille, du genre, tout ce qu'on veut. Alors, je vais dire, les utopies altruistes, il y en a plein des utopies altruistes. Et donc, ce que les cratéropes, je trouve, qui est assez intéressant, c'est que Zahavi, ça reste malgré tout un biologiste qui a une profonde méfiance alors, pas dans la nature humaine, mais dans la nature en général. Je veux dire, une profonde méfiance en disant les individus ne sont pas naturellement généreux. Les individus ont plutôt tendance, donc c'est une philosophie, je ne dis pas que j'y adhère, je dis simplement, lui, c'est comme un bon biologiste qu'il est, ben, il a plutôt tendance à penser que les individus vont d'abord suivre leur propre intérêt parce qu'ils ont été d'ailleurs sélectionnés, que la sélection naturelle aurait plutôt favorisé les individus. Et donc, la difficulté de l'altruisme, c'est comment transformer votre intérêt de telle sorte à ce que ce soit une joie ou un plaisir, ou que ça vous rapporte quelque chose d'aider les autres.
Là où Zahavi est très original par rapport à d'autres biologistes qui vont essayer de voir plutôt ça en termes d'intérêt économique, en train de se dire, ouais, mais c'est de la réciprocité, je donne un, j'en recevrai deux demain, bref, etc. Donc, ils sont très. Les biologistes, on ne leur raconte pas d'histoire en général. Enfin, pas tous, mais beaucoup de biologistes n'aiment pas beaucoup. Je veux dire, il n'y a pas de vision trop généreuse de la nature. Là où Zahavi est très original, c'est qu'il dit que les cratéropes, d'une certaine manière, il y a en quelque sorte, là je vais un peu plus loin que ce qu'il dit, mais il y a en quelque sorte une espèce d'élan et de joie et de goût pour le prestige qui fait que l'altruisme tient bien chez eux parce que les cratéropes sont soucieux, et c'est ça, c'est plus tardivement qu'elle dira, sont soucieux de leur prestige. Et donc, le prestige, c'est une jolie motivation. Je veux dire, être bien devant les autres, c'est pas du tout, je veux dire, c'est une motivation, moi, qui me plaît. Et donc, lui, il a trouvé la solution pour que l'altruisme fonctionne. Enfin, il dit pour expliquer le maintien et le goût de l'altruisme pour ces oiseaux, il dit, ben, il y a un goût, certain pour le prestige, un goût pour se manifester de la bravoure, un goût pour manifester qu'on est fiable et des choses comme ça. Alors, les utopies altruistes, ça a toujours été leur difficulté. C'est comment, d'une certaine manière, alors qu'on peut être tous d'accord sur le fait que l'altruisme est bien, dans la pratique, quand vous vous retrouvez à vivre avec un groupe, je vais dire, il faut tenir le coup. Il faut tenir le coup face aux difficultés du quotidien, face à l'affadissement toujours un peu naturel des enthousiasmes d'un début de projet et tout. Et donc, la question des utopies altruistes, c'est de trouver des modes par lesquels, chaque fois, la volonté d'être solidaire et d'être altruiste va être régénérée malgré les difficultés. Et donc, par exemple, parce que Zahavi disait des kibbutz, puisqu'il prenait le kibbutz comme modèle du fait qu'il connaissait très très bien les kibbutz, puisque lui-même avait été pionnier dans les kibbutz quand il était plus jeune, il dit le prestige fonctionnait bien aussi dans les kibbutz finalement, c'est-à-dire que d'une certaine manière, l'altruisme c'était pour nous l'occasion de nous faire reconnaître par les autres et d'être bien insérés et d'avoir de bonnes relations avec les autres. Et là, c'est intéressant d'avoir une vision non pas romantique de l'altruisme, mais d'avoir une vision pragmatique de l'altruisme en sachant que c'est difficile. Et je pense que les gens, par exemple, qui font ce qu'on appelle aujourd'hui les communs, faire du commun, donc des potagers communs, des terres communes, etc., ils sont confrontés aussi à comment, en effet, négocier avec les difficultés du quotidien, avec les rivalités qui vont à un moment arriver, comment est-ce qu'on prépare tout ça de telle sorte à ne pas se laisser empoisonner par par une mauvaise préparation. Et donc, c'est pour ça que ça m'intéresse tellement, ces initiatives d'utopie altruiste, de commun, etc., c'est qu'ils sont tout le temps obligés de penser. Et ça, c'est génial. Ils sont tout le temps obligés de penser parce qu'ils sont tout le temps obligés de refabriquer des solutions à des problèmes qui se reposent, qui sont parfois les mêmes problèmes, mais qui demandent à chaque fois des solutions nouvelles. Et ça, je vais dire ça, c'est là où ces utopies révolutionnaires sont absolument fantastiques, c'est qu'elles rendent les gens intelligents. Et vous proposez la même démarche dans l'étude du comportement des animaux, c'est-à-dire de ne pas tout lier à des automatismes et de voir comment les animaux aussi réfléchissent en permanence, même si ce sont les mêmes problèmes. La moindre variante qui change, ça les pousse à trouver des réponses un peu alternatives. Lorsque nous avions été en safari au Kenya pour observer la vie animale, nous avions un guide kényan qui nous disait « They are animals, they don't think like us ». Je trouvais ça d'une sagesse énorme. Ce sont des animaux, ils ne pensent pas comme nous, tout simplement. Cessons de reporter sur eux chacune de nos pensées. Voilà, maintenant j'aimerais passer un peu la parole. Pardon. Parce que d'habitude, c'est merveilleux comme phrase, parce que d'habitude, on dirait ce sont des animaux, ils ne pensent pas. Et c'est comme nous, ils ne pensent pas comme nous. Comme ça bascule tout. Ça bascule tout et c'est formidable. Oui. Et oui, c'est quelqu'un qui vivait en contact avec eux en permanence et il voyait bien qu'ils réfléchissaient, qu'ils avaient, et il essayait de comprendre. Alors maintenant, j'aimerais me tourner un peu vers la salle, puisque je suis sûr qu'il y a aussi des questions qui vous seront adressées. Donc, à travers le chat, puisque nous n'aurons pas la possibilité de vous donner directement la parole, n'hésitez pas à écrire vos questions sur le chat. Et donc, Zélia Dilek, y a-t-il déjà des questions qu'on pourrait adresser à Madame Desprez? Oui, il y en a plusieurs. Je vais commencer si vous voulez. Que pensez-vous du parti animaliste qui est apparu dans le paysage politique aux dernières élections européennes et des thèses qu'il défend? J'ai beaucoup de difficultés j'ai plusieurs difficultés donc avec les partis animalistes dans la mesure où c'est difficile de répondre en général, mais ce que je constatais, c'est que souvent
pour moi, la question de l'écologie et la question des animaux, c'est une question qui ne peut en aucun cas négliger les relations avec les humains. Je vais dire, il n'y a pas, c'est mon travail depuis des années. Quand j'avais fait l'exposition à la Villette, j'avais dit aucun animal ne sera évoqué si on n'évoque pas l'humain par lequel il est entré dans cette exposition. Donc, je veux dire, on les évoquait, il y avait quelques animaux réels, mais donc ça veut dire qu'il fallait toujours penser avec quel humain cet animal est venu. Voilà. Et il n'y a pas d'humains qui viendront sans un animal aussi. Et donc, ce que je reproche, et comme je le reprocherai à certains programmes, par exemple de réhabilitation écologique, etc., c'est de ne pas prendre en compte de multiples enjeux, de multiples vies humaines qui sont impliquées là-dedans. Alors, je dis pas qu'il faut faire, qu'on est obligé d'aller dans tous les enjeux, mais il me semble parfois qu'on se concentre un peu trop, de façon un peu générale, sur des propositions très générales, etc., sans penser à toutes les vies humaines qui sont impliquées et qui sont sérieusement impliquées et engagées auprès de ces animaux. Voilà. Personnellement, en sachant aussi qu'en tout cas en France, les partis animalistes sont quand même très souvent liés à des partis qui sont plutôt populistes de droite. Et là, ça c'est quand même je suis donc devenue extrêmement méfiante. Et d'autant plus triste et méfiante que c'est vraiment dommage que ce soit eux qui ont confisqué ça, parce que ça finit par faire penser qu'il n'y a plus moyen de s'intéresser ou de prendre position en faveur des animaux sans automatiquement être rangé dans cette catégorie de personnes qui, avec toute cette dimension politique insupportable pour moi. Très bien. J'en profite pour poser la deuxième question. Vous parlez dans votre livre du concept de désanimalisation dans le chapitre kilo. Pensez-vous que les antispécistes utilisent un concept opposé de surhumanisation des animaux? Ne faudrait-il pas trouver un juste milieu? Alors là, vous touchez tout à fait juste, cette question touche tout à fait juste à une remarque que Bruno Latour a faite dans un article qu'il avait écrit à propos d'une critique d'un livre justement antispéciste. C'est que le problème de l'antispécisme, c'est que d'une certaine manière, l'antispécisme, en fait, dit-il, n'est pas une solution tenable. Ce qui est tenable, ce serait un multispécisme. C'est-à-dire que l'antispécisme, au nom d'une certaine éthique, a tendance à considérer que finalement, tous les animaux sont pratiquement, je veux dire, il y a une uniformisation, il y a une espèce d'aplatissement. Pour le rapprochement vers l'homme, d'une certaine manière, toutes les différences sont biffées parce que l'éthique, d'une certaine manière, ne permet plus de les différencier. Bien que c'est un peu Singer essaye de faire des petites différences et essaye et tout, mais visiblement, ce qui s'est passé chez les premiers antispécistes, en fait, il faut quand même le savoir, c'est que les animaux ne les intéressaient pas beaucoup. C'était l'injustice qui les intéressait. Et ça, je pense que ça se sentait. Voilà. Et donc, l'antispécisme me semblerait beaucoup plus intéressant s'il adoptait une version beaucoup plus multispéciste des animaux, de la même manière que nous avons été de plus en plus multiculturalistes grâce à l'anthropologie, etc. Et les animaux vivraient une espèce de goulot où ils deviendraient tous des animaux, c'est-à-dire une espèce d'entité sans différence. Très bien, je vous remercie. J'en ai encore une autre. Dans votre livre, vous expliquez que les scientifiques parfois partent d'une série d'anecdotes avant de se décider à commencer un protocole d'études comportementales. Savez-vous si la relation entre l'animal et l'être humain après la mort fait l'objet d'études? Il y a tellement d'histoires d'animaux qui se recueillent sur la tombe de leur maître, chiens, chats, éléphants, etc. Voilà la question. Alors, il y a toutes sortes d'études, évidemment. Il y a les plus fantasques, il y a des études qui sont, des gens qui disent qu'ils continuent à communiquer avec leurs animaux après la mort et des choses comme ça c'est assez fantasque. Et puis, donc, des recherches plutôt de parapsychologie, hein, donc de la métempsychiste, etc., où donc il y a des gens qui disent qu'ils peuvent continuer à communiquer avec leurs animaux. Donc, ça, c'est le côté le plus et de psychologie et tout, pour savoir, mais comment est-ce que les gens vivent la perte de leurs animaux et tout. Jusqu'à présent, j'avoue honnêtement, mais peut-être que je n'ai pas encore assez cherché et je vais devoir faire cette recherche puisque je vais moi-même enquêter sur ce sujet. Je n'ai pas été très satisfaite de ces recherches parce que le parti pris de la sociologie est un parti pris
qui font que ces questionnements partent toujours d'une anomalie. Alors, je vais dire par là, quand la sociologie, par exemple, essaye de savoir, de s'intéresser, avant même l'idée de s'intéresser à la manière dont on vit la mort des animaux, par exemple, les sociologues ont posé la question, tiens, mais comment est-ce que les gens entretiennent des relations avec leurs animaux familiers? Eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de l'étonnement chez les sociologues, puisque ils vont en fait poser la question, comment se fait-il que les gens investissent autant chez leurs animaux familiers? Et ils ne se privent pas en général de vous donner quelques chiffres à la clé pour dire combien on dépense, et puis les frais de vétérinaire, et puis les croquettes, et puis les paniers de luxe, et puis. Ce qui veut dire qu'il y a un parti pris chez les sociologues qui est de considérer que la relation que les humains qui ont des animaux familiers entretiennent avec eux est une anomalie. Et je me dis, c'est un parti pris, moi, qui me dérange. Je veux dire, on ne pose pas la question de savoir pourquoi les gens aiment leurs enfants. Hein, donc, je veux dire, pas vu, on peut expliquer les mécanismes, bien sûr, neuronaux, etc., ou physico-chimiques, mais en général, les sociologues vont poser la question pourquoi est-ce que les gens, c'est une évidence que les gens, en général, aiment leurs enfants d'une manière ou d'une autre, pas bien nécessairement, pas toujours comme il faudrait. Il y en a certains qui ne les aiment pas, bon, mettons, mais généralement, globalement, c'est dans l'attente commune, c'est dans les horizons des attentes que les gens aiment leurs enfants. Et les sociologues vont considérer qu'ils doivent poser la question pourquoi les gens aiment leurs animaux, comme si c'était quelque chose d'anormal. Et pour moi, il ne faudrait pas le poser comme une anomalie, il faudrait d'abord le poser comme une évidence, et puis interroger cette évidence, non pas par un pourquoi, mais par un comment. Eh bien, je vous remercie. On a encore une autre question. Que pensez-vous de la zoothérapie ou médiation par l'animal? Avez-vous testé la communication animale? Alors, je donne cours dans un séminaire de zoothérapie donc qui est organisé à l'université de Liège, donc de médiation assistée avec l'animal. Et eh bien, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce sont des choses qui sont extrêmement intéressantes. Alors, c'est intéressant à deux niveaux. C'est intéressant d'abord comme toute forme de thérapie qui essaye d'autres modes, qui essayent en introduisant d'autres personnes, parce que l'animal devient vraiment une personne dans cette aventure-là. Je trouve que c'est toujours intéressant. Ce sont des expérimentations qui sont belles, qui obligent à penser. On a encore tout à apprendre. Donc, forcément, je vais dire, vous allez sur n'importe quel site de zoothérapie, vous aurez de très jolies histoires. Alors, les histoires, évidemment, elles sont toujours un peu de caractère un peu émerveillé et tout, mais moi, ça ne me gêne pas trop. Alors, ça, c'est le premier point. Alors, la communication intuitive avec l'animal, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui en faisaient. J'ai même été souvent interpellée par des gens qui en font parce qu'ils voulaient que je m'intéresse. Et pourquoi est-ce qu'ils voudraient que je m'intéresse? Parce que c'est une pratique qui n'a aucune légitimité officielle pour le moment. Et donc, comme beaucoup de gens qui sont dans des pratiques très peu légitimes, ils voudraient bien avoir de l'aide de scientifiques et de philosophes pour acquérir un peu plus de légitimité et aussi pour essayer de réfléchir. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas pu m'y intéresser plus que ça. Je trouve que le sujet est tout à fait passionnant, mais dans les recherches que j'ai faites jusqu'à présent, je n'ai eu ni le temps, ni suffisamment, jusqu'à présent, d'appétit pour le faire. Mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Voilà. Très bien. Je crois qu'on a fini avec les questions. Mais moi, j'en ai d'autres, justement, avant de clôturer. Vous avez parlé du rapport des êtres humains avec leurs animaux domestiques, justement, et il me semble que c'est un peu l'un des points les plus sensibles de votre démarche, c'est qu'à l'encontre de tous ceux qui disent qu'il faudrait presque quasiment couper les ponts entre les animaux et les êtres humains, c'est-à-dire ne plus avoir de contact, ne plus faire de recherche sur eux, ne plus les toucher presque. Vous, au contraire, vous parlez de du travail ensemble entre les animaux et vous mettez notamment à l'honneur toutes les, je dirais, tous les spectacles, toutes les exhibitions qui sont faites avec des animaux. Vous racontez dans votre livre une scène, vous citez Desmond Morris, celui qui avait écrit le singe nu, qui a été très lu aussi en Turquie à une certaine époque, où il s'est intéressé au cas des éléphants peintres en Thaïlande. Et il va voir sur place et il dit « Ah, mais on prétend que les éléphants savent peindre, mais ce n'est pas du tout ça. On leur a appris des gestes et ils ne font que répéter les gestes. »
comme si les peintres pouvaient peindre sans qu'on leur apprenne aussi les gestes, ou les musiciens pouvaient apprendre sans faire des répétitions éternelles, et que les écrivains retravaillaient leurs copies des fois et des fois. Mais vous dites, ça m'étonne toujours de voir le zèle avec lequel certains scientifiques se précipitent pour endosser ce rôle, et l'héroïsme admirable avec lequel ils se chargent du triste devoir des mauvaises nouvelles, à moins qu'il ne s'agisse de la fierté virile de ceux qui ne se laissent pas prendre là où tous vont être dupés. Et vous parlez de l'enchantement des rapports entre ces dresseurs et leurs animaux, et vous dites, mais cet enchantement surtout affleure à la grâce de l'accord entre les êtres. Il tient à l'accomplissement de personnes et d'animaux qui travaillent ensemble et qui semblent heureux, je dirais même fiers de le faire. Et c'est cette grâce que reconnaît et applaudit le public qui s'enchante. Le fait qu'il y ait ou non de trucs de dressage, comme le fait d'indiquer à l'éléphant le sens du trait qui doit se dessiner, n'est pas ce qui importe pour ceux qui assistent au spectacle. Et vous allez même plus loin dans un autre chapitre, où vous dites que les laboratoires gagneraient en intérêt si les scientifiques les concevaient comme des lieux d'exhibition. Ils renoueraient de ce fait avec une définition littérale de la dimension publique de la pratique scientifique, cette dimension étant généralement assurée par la publication des articles. Et il lui conférerait en même temps une dimension esthétique. À la routine des protocoles répétitifs, les scientifiques substitueraient des épreuves inventives par lesquelles les animaux pourraient montrer de quoi ils peuvent être capables quand on prend la peine de leur faire des propositions susceptibles de les intéresser. Les chercheurs exploreraient des questions inédites qui n'auraient de sens qu'à être accueillies par ceux à qui seraient faites ces propositions. Chaque expérimentation deviendrait alors une véritable performance exigeant du tact, de l'imagination, de la sollicitude et de l'attention, les qualités des bons dresseurs et peut-être des artistes. C'est comme ça que vous proposez de concilier un peu la recherche scientifique sur les animaux et le respect envers la personne des animaux. Enfin, est-ce comme ça que vous concevez? C'était plutôt une question que j'ai tournée en affirmation. Mais... Oui, mais vous avez parfaitement raison. Et je trouve que, alors, donc, cette idée de l'expérience comme exhibition, il ne faut pas oublier que les premières démarches expérimentales, hein, je reprends ici le travail de Boyles sur pour la pompe à air, hein, tel que notamment Bruno Latour l'a relayé, c'était quand même une expérimentation où on convoquait des gens à venir voir. Je veux dire, il y avait un salon où les gens étaient amenés à venir assister à un spectacle d'une certaine manière dont ils pourraient témoigner. Donc, il y avait cette dimension spectaculaire n'était pas totalement absente. Et puis, elle s'est disparue parce que le laboratoire s'est de plus en plus refermé sur lui-même pour des raisons qu'on peut comprendre. Mais j'aimais par exemple beaucoup le laboratoire d'Irene Paperberg avec son perroquet Alex. C'était quand même assez impressionnant. C'est que c'est un laboratoire où les gens pouvaient venir s'ils le désiraient, parce que le fait de pouvoir affirmer que ce perroquet parlait demandait qu'il y ait des témoins. Parce que, d'une certaine manière, si d'autres gens que les gens de l'équipe posaient des questions au perroquet Alex et qu'Alex y répondait et que les gens comprenaient ce qu'Alex disait, eh bien, ça voulait dire que les scientifiques n'étaient pas en train de s'imaginer qu'Alex répondait à leurs questions et de s'imaginer comprendre alors qu'Alex utérait simplement quelques phonèmes ou quelques sons sans signification, mais que les chercheurs pleins de générosité ou d'habitude auxquels ils attribuaient des significations. Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant, l'idée que des chercheurs puissent ouvrir. Moi, si j'ai pu étudier le cratéropécaillé, c'est parce que Zahavi ouvrait son terrain à d'autres chercheurs et même à des philosophes complètement égarés, puisque moi, je n'étais pas une éthologie, je lui ai écrit en tant que philosophe en disant « ça m'intéresse, est-ce que je peux venir participer à vos recherches ?» Et ça, il y a des chercheurs qui le font, et je trouve que c'est passionnant, parce qu'à la fois, vous garantissez l'ouverture, et c'est-à-dire la publicité des travaux, ça veut dire aussi, on est dans le régime quasiment de la preuve, vous avez des témoins, comme dans les premiers laboratoires, comme dans l'histoire des laboratoires, et en même temps, ça vous oblige, vous ne montrez pas n'importe quoi, vous n'allez pas... mettre à la broche, ça va savoir. Donc, ça veut dire que ça oblige aussi à faire du laboratoire un endroit d'intérêt, de plaisir, de beauté, etc. Mais je remarque que ces dernières années, d'abord, il y a des ouvertures de laboratoires, il y a de plus en plus d'anthropologues qui vont notamment étudier dans les laboratoires des scientifiques ce qui s'y passe et racontent en effet, donc ça
veut dire qu'il y a des ouvertures, il y a beaucoup d'intérêt dans ces laboratoires. Et je remarque aussi que ces dernières années, il y a eu une multiplication des expériences où des animaux étaient plutôt invités comme volontaires dans l'expérience plutôt que contraints. Donc, de plus en plus d'expériences maintenant se font avec des animaux volontaires qui donc, alors qu'est-ce que ça change tout? Et pourquoi est-ce que ça change tout? Mais parce que pour que vos animaux soient volontaires, ben, vous pouvez plus, vous pouvez encore les récompenser avec les aliments, mais c'est plus, alors c'est de plus en plus aussi que certains chercheurs font cet effort de ne plus donner de récompense alimentaire, ce qui veut dire qu'on ne les affame plus avant l'expérience, puisque si vous voulez que ça fonctionne, votre récompense alimentaire, vous devez un peu affamer vos animaux, autrement ils vont pas se tracasser avec ça. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Et donc, par exemple, il y a une petite expérience qui a été faite récemment par des Allemands. Sans récompense alimentaire, ils ont essayé de savoir si les rats pouvaient jouer à cache-cache avec leurs chercheurs. Et donc, on voit dans l'expérience, et ils font des petits films, des vidéos, etc., où on voit les chercheurs à la fois prendre un moment le rôle de celui qui se cache, un moment le rôle de celui qui cherche. Et comment est-ce que les rats sont récompensés? Eh bien, quand ils se trouvent, ils se font des câlins. Donc, ils se font des petits chatouilles. Mais ça, je vais dire, c'est ça témoigne que, les rats ne peuvent être que volontaires, parce que si vous n'avez pas envie de jouer, vous ne jouez pas. Ben, ça, c'est certain. Le jeu, ça, vous ne pouvez pas y échapper. Vous pouvez y échapper. Et deuxièmement, ça manifeste le fait qu'on commence à apprendre à poser aux animaux des questions qui sont des questions de type relationnel et des questions dans lesquelles les animaux, visiblement, même si ce n'est pas de leur intérêt premier, peut-être que jouer à cache-cache, c'est notre problème à nous, quoique, les animaux, ils savent ce que ça veut dire se cacher, ils le savent même extrêmement bien et beaucoup mieux que nous, mais de transformer quelque chose qui est du registre je vais dire, du répertoire habituel de lutte, par exemple, contre les prédateurs et surtout de lutte contre les prédateurs que nous sommes, mais c'est intéressant de voir, tiens, est-ce que les animaux sont capables de le détourner pour en faire un jeu comme nous l'avons fait? Et là, ça fait de très jolies expériences. Très bien, eh bien, on va garder ça peut-être comme mot de la fin. De poser les bonnes questions aux animaux, de demander leur aval, de leur demander ce qu'ils pensent, donc de faire un peu ce que faisait la nation Iroquois, qui a été éteinte aussi, qui a été exterminée aussi, disons-le au passage, mais qui se posait les bonnes questions de savoir que pense le loup avant de prendre des décisions importantes. Eh bien, pensons à ce que penseraient les animaux avec lesquels nous sommes en contact si nous prenons telle ou telle décision, et comment nous pouvons détruire notre habitat. Moi j'habite à Istanbul et nous sommes en train de vivre en ce moment une catastrophe écologique abominable. La mer de Marmara, la mer interne, est en train d'être détruite par le mucilage suite à des pollutions interminables dans cette petite mer interne, et cela se répand sur toutes les côtes de la Turquie en ce moment, et tout le règne animal, le règne marin, les animaux marins sont en train de mourir aussi à cause de ça. Déjà que cette mer sur l'espace d'une vie humaine, ça ne se passe même plus sur des siècles maintenant, ça se passe sur quelques décennies. Beaucoup d'espèces marines qui existaient dans la mer de Marmara dans mon enfance n'existent plus aujourd'hui. Quand on allait au bord de mer, dans la mer de Marmara, on voyait des crabes, on voyait des tas d'animaux maintenant qui n'existent plus. Beaucoup d'espèces ont disparu et ça continue, ça va s'accélérer encore plus si on continue à ne pas se poser les bonnes questions. Eh bien, donc, merci beaucoup, Vinciane Desprez, pour cet échange qui était vraiment passionnant. Merci beaucoup, Nuvit Bingle, également, de votre contribution et surtout d'avoir traduit cet excellent livre. J'espère qu'on traduira bien d'autres livres de Vinciane Desprez parce qu'elle nous pousse à réfléchir autrement nos rapports avec nous-mêmes, avec les animaux, avec la nature, avec le monde. Merci à vous tous d'avoir été encore fidèles à ce salon littéraire qui va marquer une pause maintenant jusqu'à l'automne en tout cas. Merci beaucoup à toutes les équipes de l'Institut français de Turquie, d'Ankara, d'Istanbul et d'Izmir, et surtout tous ceux qui dans l'ombre font tout le travail quotidien qui permettent que ce salon se tienne. Mais un merci tout particulier aux équipes d'Izmir qui nous ont accueillis aujourd'hui. Merci beaucoup à José Maria Queiroz, merci beaucoup à toutes les équipes d'Izmir, à Dilek et à Zélia tout particulièrement qui nous ont assistés magnifiquement ce soir. Merci aussi à mes chers collègues, nos interprètes habituels, à Assé et à Bourjou, qui ont pu permettre à ceux qui ne parlaient pas la même langue de se comprendre, et espérons qu'on ajoute une nouvelle dimension au métier des traducteurs, le traducteur animalier, essayer de comprendre mieux le langage des animaux à travers la traduction. Merci à tous, bonne soirée et à l'automne, j'espère. Moi, je tiens
à vous remercier particulièrement, vous, pour le travail magnifique que vous avez fait de lecture, de compréhension. Merci aussi aux traducteurs pour l'excellence de ces remarques et vraiment, et merci à l'Institut français de partout. Et je me réjouis, je ne connais pas la Turquie. Je dois dire que je n'ai jamais mis les pieds en Turquie et c'est à mon grand regret. Mais j'espère vraiment pouvoir un jour venir en chair et en os, venir vous présenter soit un livre, soit de venir écouter vous-même présenter vos propres livres, vos nouvelles ou vos traductions. Ça me rendrait vraiment très, très heureuse. Voilà, merci à tous pour... Merci beaucoup. Nous serons très heureux de vous accueillir. J'en suis ravie. Voilà, à bientôt. À bientôt. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yiğit Bey çok güzel teşekkürlerini ve iyi dileklerini iletti. Hepsine katılıyoruz. Bir sonraki edebiyat salonu sonbahar aylarında olacak büyük ihtimalle. Tekrar görüşmek üzere ve buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.